Bienvenue dans notre journal parlé au micro Sanata Koulibaly. Au sommaire, au Soudan, l'UNICEF alerte sur la situation dramatique des enfants au Kordofan Nord. Faire taire toutes les voix dissonantes, alors que c'est à cause de la liberté d'expression que eux, ils ont pu souffler. Ils ont dressé le lit du viol de la démocratie malienne en enlevant l'exercice à tous les partis politiques. Au Mali, 3 condamnations dans l'actualité judiciaire, tandis que l'ancien Premier ministre Moussa Mara recouvre la liberté. Réaction de Sadio Morel Kanté, journaliste, analyste politique. Un opposant, quand on l'appelle la nuit, demain, on négocie avec lui, il prend son argent et c'est lui qui passe tout son temps à narguer les autres. David Yatongara, journaliste, analyste et directeur de publication du journal Tchad Matin, s'exprime sur l'affaiblissement de l'opposition face au pouvoir au Tchad. Zakaria Kamara nous en dira plus tout à l'heure dans le journal. Au Bénin, l'ancien président Patrice Talon, élu à la tête du nouveau Sénat. Au Sénégal, une proposition de référendum relance le débat sur un possible mandat présidentiel de 7 ans. Ces nouvelles et bien d'autres vous seront développées tout de suite dans notre journal. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Bénin où Patrice Talon est élu président du Sénat, la nouvelle chambre haute du Parlement. L'ancien chef de l'État devient ainsi la 3e personnalité du pays après le président et la vice-présidente de la République. Salimatou Traoré nous donne des détails. Patrice Talon présidera cette institution pour un mandat de 5 ans renouvelable. À ses côtés, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, occupe le poste de vice-président, tandis que l'ancien ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, devient rapporteur. L'ex-ministre du Travail, Mathis Adidjatou, est elle désignée rapporteure suppléante. Le Sénat compte 25 membres, dont plusieurs membres de droit, issus des anciens présidents de la République, de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Créée en novembre dernier, à la faveur d'une réforme constitutionnelle controversée, cette institution suscite toujours des interrogations. Ses détracteurs y voient un moyen pour Patrice Talon de conserver une influence politique après son départ du pouvoir. Une lecture rejetée par des proches du président, Romuald Wadani, qui assure que le Sénat ne confère pas d'immunité supplémentaire à ses membres. Selon Jeune Afrique, Salimatou Traoré pour Radio Kunafoni. Au Soudan, les enfants continuent de payer un lourd tribut dans la guerre qui ravage le pays. L'UNICEF alerte sur la multiplication des victimes dans l'état de Kordofan du Nord, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. Les précisions avec Gauthier Thiami. Au Soudan, l'inquiétude grandit face aux conséquences du conflit sur les enfants. Dans un communiqué publié le 6 juin 2026 depuis ses bureaux de New York, Nairobi et Khartoum, l'UNICEF a indiqué qu'au moins 330 enfants avaient été tués ou blessés dans le pays au cours des 6 premiers mois de l'année. La situation est particulièrement alarmante dans l'état du Kordofan du Nord. Selon l'Agence des Nations Unies, au moins 23 enfants ont été tués et 25 autres blessés au cours des 2 derniers mois en raison de l'intensification des combats entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Le 21 juillet, l'UNICEF a de nouveau tiré la sonnette d'alarme après une attaque de drone contre un marché à Arart dans le Kordofan du Nord qui a fait plusieurs victimes civiles. L'organisation a dénoncé les conséquences dramatiques des violences sur les populations, en particulier les jeunes. Face à cette situation, l'agence appelle toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire, à protéger les civils et à permettre un accès humanitaire sûr aux zones touchées. Depuis le début de la guerre en avril 2023, des millions d'enfants soudanais ont été déplacés, privés d'école et exposés aux pénuries de nourriture et de soins. Pour les Nations Unies, seule une cessation des hostilités pourra mettre fin à cette crise qui continue de s'aggraver. Direction maintenant le Tchad, où l'opposition peine à faire entendre une voix commune face au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Entre détention, exil, rivalité de leadership et choix divergents sur les élections, le pluralisme politique reste au cœur du débat. 2 analyses se croisent dans ce sujet, celle d'Éric Ngarlem, journaliste et analyste politique pour le regard de l'opposition, et celle de David Yantoingar, journaliste, analyste et directeur de publication du journal Tchad Matin, qui défend l'analyse du pouvoir. Zakaria Kamara nous fait le point. Au Tchad, l'opposition cherche toujours un second souffle, fragilisé par les arrestations, les exils et la disparition de plusieurs de ses figures. Elle peine à s'imposer comme une véritable alternative politique. Le cas le plus emblématique reste celui de Succès Masra,
Le leader du parti, les Transformateurs, est maintenu en détention après le rejet de son recours par la Cour suprême. Quelques mois plus tôt, la mort de l'opposant Yaya Dillo lors d'une intervention des forces de sécurité avait déjà profondément marqué le paysage politique tchadien. Pour Eric Ngarlem, journaliste et analyste politique, les restrictions visant certains responsables politiques limitent les capacités d'organisation de l'opposition. L'affaiblissement de l'opposition tchadienne peut s'expliquer par la combinaison de deux grands facteurs. Il y a d'abord un environnement politique extrêmement verrouillé par une dictature qui s'est installée depuis 35 années et les profondes divisions qui minent ses propres rangs. L'opposition est tellement divisée qu'on n'arrive plus à comprendre. Le régime en place exerce une forte pression sur les acteurs politiques actuellement à travers les arrestations. Vous savez, il y a plus de 8 leaders qui sont actuellement en prison, certains qui sont assassinés. C'est de la terreur qui se vit actuellement dans la scène politique tchadienne. Mais les difficultés de l'opposition ne s'expliquent pas uniquement par les pressions qu'elle dénonce, les rivalités entre leaders, les divergences sur la participation ou le boycott des élections, ainsi que l'absence d'une stratégie commune ont également contribué à affaiblir son influence. Une lecture que partage en partie David Yantuengar, journaliste, analyste politique et directeur de publication du journal Tchad Matin. Selon lui, les institutions fonctionnent normalement et les divisions de l'opposition relèvent avant tout de ses propres choix politiques. Ces chefs de parti eux-mêmes, ils n'ont pas des ambitions, c'est des gens qui cherchent à manger, ils n'ont pas les ambitions du pouvoir. Et c'est des gens qui n'aiment pas aussi le pays. Si vous voyez quelqu'un qui crée un parti pendant 10 ans, il n'a pas un élu, il passe tout son temps à calculer que les élections pour soutenir le pouvoir. Mais comment on peut arriver ? Et un opposant, quand on l'appelle la nuit, demain, on négocie avec lui, il prend son argent et c'est lui qui passe tout son temps à narguer les autres. Donc moi, je crois que le problème de l'opposition, je crois que ce qui arrive actuellement, ce sont les conséquences de ces divisions. Entre critique et l'ouverture de l'espace politique et défense du fonctionnement des institutions, le débat reste vif. Dans ce contexte, le principal défi du Tchad demeure la consolidation d'un dialogue politique capable de concilier stabilité, pluralisme et respect des libertés publiques. Cap maintenant sur le Sénégal, une proposition visant à organiser un éventuel référendum pour prolonger le mandat du président Bassirou Diomaye Faye de 5 à 7 ans a été avancée par un cadre du nouveau parti de ce dernier qui raille les patriotes républicains. Toutefois, plusieurs alliés du gouvernement et responsables de l'État se sont empressés d'orienter publiquement le débat dans une autre direction afin de désamorcer la polémique. Plus de détails avec Nama Diarra, notre correspondant à Dakar. La proposition visant à prolonger le mandat du président Bassirou Diomaye Faye de 5 à 7 ans, Emmanuel Ndembaye Mayoro Diop, figure importante du nouveau parti qui raille les patriotes républicains et directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Mbambé dans la région de Diourbel, ouest du Sénégal. M. Diop a lancé cette idée sur les réseaux sociaux, soutenu par certains membres du parti Kiraï. Les partisans de cette idée soutiennent qu'un mandat de 5 ans est trop court pour qu'un pays en développement puisse mener à bien des réformes économiques majeures. Ils réclament par conséquent un référendum pour faire valider ces changements par la population. Toutefois, cette proposition a immédiatement suscité une vague d'indignation au sein de la société civile et de l'opposition. En réaction rapide, Aminata Touré, haute représentante du chef de l'État, ancienne Premier ministre et membre fondatrice du parti Kiraï du président Faye, a fermement rejeté l'idée d'une telle modification. Elle a rappelé que la Constitution interdit strictement de toucher aux clauses intangibles relatives au mandat présidentiel, soulignant que la charte fondamentale sénégalaise stipule explicitement que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Le bureau politique du nouveau parti présidentiel s'est désolidarisé de cette initiative personnelle, qualifiée par certains observateurs de débats malsains détournant l'attention des véritables priorités urgentes du pays. Nama Diarra, Dakar pour la radio Kunafoni.
Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbia, observe depuis le 3 août son premier congé annuel depuis son investiture à la tête de la 5e République. Un séjour privé en Grèce qui intervient après plusieurs mois d'intenses activités à la tête de l'État. Que faut-il retenir de cette annonce et quel est son impact sur le fonctionnement des institutions? Élément de réponse avec notre correspondant Zakaria Kamara. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est officiellement en congé annuel depuis le 3 août. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État effectue un séjour privé de quelques jours en Grèce avec sa famille, après plusieurs mois marqués par une intense activité institutionnelle et la conduite des réformes engagées dans le cadre de la refondation. Ce départ intervient dans un contexte particulier, quelques mois après son investiture à la tête de la 5e République et la mise en place des nouvelles institutions issues du processus électoral. Durant cette période, les autorités mettent en avant les avancées enregistrées dans les domaines des infrastructures, de la gouvernance et du programme Simandou 2040, présenté comme le principal levier de transformation économique du pays. Pendant l'absence du chef de l'État, les activités gouvernementales se poursuivent sous la coordination du Premier ministre et les institutions compétentes conformément au fonctionnement normal de l'État. La présidence n'a signalé aucun changement dans l'agenda des réformes, assurant que le président reprendra ses activités officielles à l'issue de son congé. Ce congé intervient également après plusieurs mois durant lesquels les rumeurs ont circulé sur l'état de santé du chef de l'État. Ces spéculations avaient été officiellement démenties par son entourage et par les autorités qui avaient assuré que le président Mamadi Doumbouya se portait bien et demeurait pleinement engagé dans la conduite des affaires de l'État. Son congé annuel est ainsi présenté comme une période de repos avant la reprise de ses activités officielles. Ces derniers jours au Mali, les verdicts ont été prononcés dans les procès de plusieurs personnalités marquantes telles qu'Adama Diarra dit Ben le Cerveau, condamné à 5 ans de prison, et le journaliste Shahana Takiou, tandis que le politicien Moussa Mara a été remis en liberté. Face à cette situation, la journaliste analyste Sadio Morel Kanté réagit. Écoutons ses explications dans cet élément de Namadiara. Selon la journaliste Sadio Morel Kanté, le fait que l'ancien premier ministre malien Moussa Mara ait remercié Dieu à sa sortie de prison laisse entendre qu'il se soucie du sort des autres personnes toujours en détention. Moussa Mara, ce qu'on constate, c'est qu'à sa sortie, la première interview qu'il a donnée à de Koulikoro, quand on sait lire entre les lignes, on voit qu'il remercie Dieu de l'avoir fait sortir vivant. Je crois que là, on peut aisément comprendre que il y a une référence à Bobey Maïga qui est mort en prison sans qu'on puisse lui donner de soins. Et donc, pourtant, Moussa Mara, c'est un patriote. Il a juste fait un tweet pour soutenir d'autres prisonniers et il s'est retrouvé en prison. Voilà, ça montre l'état de fébrilité de ce pouvoir qui lui-même est arrivé par un coup d'État. Un coup d'État, ça veut dire qu'il y a eu des militaires qui ont renié leur serment de militaire, qui est de protéger le pays et non pas de retourner leurs armes contre le peuple qu'il a acheté, quoi. Adama Diarra dit Ben le Cerveau a été condamné à une peine de 5 ans de prison. Mais cette durée pourrait être prolongée comme cela s'est produit pour d'autres individus après l'expiration de leur peine initiale, précise-t-elle. Ben le Cerveau, c'était leur allié. Il a suffi qu'ils disent, qu'ils demandent le retour à l'ordre constitutionnel pour qu'ils se retournent contre lui. Il en a pour 5 ans. Il a déjà fait 3 ans. Il a 1 an avec sursis, donc il lui reste peut-être 1 an, peut-être moins. Et on verra s'il ne va pas se retrouver dans le cas de Rasbat et de Rose Vicher qui, à chaque fois qu'ils doivent sortir, on leur trouve un autre motif d'inculpation. Et Clément Dambélé, le juge a décidé qu'il n'était pas, voilà, qu'il était blanchi et ils ont décidé, eux, de le maintenir au pouvoir. Et le cas de Chana, ce qui me désole, c'est que nos confrères n'ont même pas la possibilité de contester. Et voilà. D'après Sadio Morel Kanté, même si la défense interjecte l'appel, reste à savoir si les tribunaux accepteront la requête. La Cour suprême avait précédemment rejeté le recours de l'ancienne ministre de l'économie Philippe Boiré Sissoko
confirmant sa peine de 10 ans de prison pour détournement de fonds publics dans le cadre de l'achat de l'avion présidentiel en 2014. Fin de la première partie de notre journal. Nous vous retrouvons juste après la promo. Restez connectés. Vous écoutez Radio Kunafoni en direct de Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Retrouvez-nous en direct sur radiokunafoni.org ainsi que sur iPhone via votre application radio App Store et sur MyTuner, Radio FM, Radio Free et Radio Line. Merci de rester connecté avec Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal. Nous partons maintenant au Mali où les autorités de transition entendent transformer les revenus tirés du sous-sol en infrastructures concrètes. Le gouvernement mise sur les recettes supplémentaires générées par le nouveau code minier de 2023 qui a relevé des redevances et renforcé la participation de l'État dans les projets d'exploitation. Selon le ministre malien des Finances, le Fonds de développement des infrastructures a déjà réuni plus de 109 milliards de francs CFA entre janvier 2025 et juin 2026. Modibo Mao Makalou, économiste. Comme vous le savez, le comité de pilotage du Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport s'est réuni pour la première fois le 31 juillet 2026 sous la présidence du ministre de l'économie et des finances. C'est ainsi qu'il a été annoncé à la fin de ce comité de pilotage que 109 milliards et 142 millions de francs CFA ont été collectés, mobilisés. Pour réaliser ce fonds, en fait, il y avait eu une importante réforme du code minier en 2023. Donc, il s'agissait que les propriétaires de licences des petites mines et des grandes mines, ainsi que les principaux opérateurs des substances et des carrières, puissent alimenter ce fonds sur leur revenu chiffre d'affaires trimestriel et aussi sur la taxe ad valorem. Donc, du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026, le montant total récolté, c'est 109 milliards et 142 millions de francs CFA. Donc, ce montant sera alloué à des projets concernant les infrastructures énergétiques, les infrastructures hydrauliques et les infrastructures de transport. Donc, comme vous le savez, les infrastructures sont le socle du développement et évidemment, ça demande des ressources assez substantielles que malheureusement, il est difficile de trouver au niveau du budget d'État, mais je pense que c'est une bonne solution que le secteur minier puisse quand même financer les infrastructures, surtout dans ces 3 domaines stratégiques. L'enjeu désormais est de transformer ces recettes minières en projets concrets pour les Maliens. C'était l'économiste Modibo Mao Makalou au micro de Sanata Koulibaly. À Ceuta, l'heure est désormais au bilan après une nouvelle crise migratoire à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Les conséquences humanitaires et politiques continuent de se faire sentir dans cette enclave espagnole devenue l'une des principales portes d'entrée vers l'Europe. Reportage de Gauthier Thiami. La situation revient progressivement au calme après un afflux migratoire exceptionnel en provenance du Maroc. Plusieurs milliers de personnes ont tenté de rejoindre l'enclave espagnole par la mer ou en franchissant les dispositifs frontaliers, provoquant une forte pression sur les capacités d'accueil local. Face à cette situation, les autorités espagnoles et marocaines ont renforcé leur coopération pour contrôler la frontière. Une grande partie des migrants ont regagné le Maroc volontairement ou après l'intervention des forces de sécurité. Mais à Ceuta, les structures d'accueil restent sous tension, notamment en raison de la présence de nombreux mineurs non accompagnés. Cette crise a également laissé un lourd bilan humain. Des migrants ont perdu la vie lors des tentatives de passage, principalement par noyade ou dans les mouvements de foule. Des drames qui relancent les interrogations sur les risques auxquels s'exposent les candidats à l'immigration irrégulière. Au-delà de l'urgence humanitaire, l'épisode ravive le débat politique autour de la gestion des frontières européennes. Madrid insiste sur la nécessité de lutter contre les réseaux de passeurs et de renforcer le contrôle des frontières, tandis que les associations de défense des droits des migrants appellent à une approche davantage centrée sur la protection des personnes. Ce nouvel épisode à Ceuta rappelle la complexité de la question migratoire entre l'Europe et l'Afrique, où se mêlent enjeux sécuritaires, humanitaires et diplomatiques.
Ici aux États-Unis, les primaires démocrates dans l'État du Michigan ont réservé une surprise de taille. Le médecin et ancien responsable de la santé publique Abdul El-Sayed a remporté l'investiture de son parti pour l'élection sénatoriale de novembre face à une candidate soutenue par l'establishment démocrate. Un résultat qui confirme la montée en puissance de l'aile progressiste du parti. Gauthier Chami nous en parle. C'est une victoire qui pourrait redessiner les équilibres au sein du Parti démocrate. Abdul El-Sayed, médecin et ancien directeur de la santé du comté de Wayne, s'est imposé lors de la primaire démocrate pour le siège de sénateur du Michigan. Il devance la représentante Haley Stevens, pourtant soutenue par plusieurs figures influentes du parti. Porté par une campagne axée sur l'accès aux soins de santé, la justice économique et la défense des classes moyennes, Abdul El-Sayed a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités progressistes, dont les sénateurs Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Sa victoire est perçue comme un revers pour l'aile modérée du Parti démocrate et illustre l'influence croissante du courant progressiste auprès d'une partie de l'électorat. En novembre prochain, Abdul El-Sayed affrontera le républicain Mike Rogers lors d'un scrutin particulièrement suivi. L'issue de cette élection pourrait peser sur l'équilibre des forces au Sénat américain. Page culture. Au Mali, les falaises de Bandiagara sont un vaste paysage de grès au cœur du pays Dogon, connu pour sa richesse culturelle et historique. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, les valeurs des habitants de la zone reposent sur une philosophie et une religion riches et complexes. Le secteur du tourisme qui faisait découvrir la riche et fascinante culture Dogon était une vraie industrie économique. Tidjani Ouedrago, notre correspondant de retour de Sanga, nous fait vivre les falaises du plateau Dogon. Ces sources d'eau annoncent une bonne campagne agricole au plateau Dogon. Malgré le poids de la religion, les Ama, qui veut dire le dieu suprême en cosmogonie Dogon, jouent un rôle important. Si les hauteurs de la montagne, Bourama Dolo nous autorise à filmer ses fétiches. Ama est le dieu spirituel. Ici, on a deux dieux, celui d'en bas et celui de là-haut. Comme tu peux voir, chaque année, on fait le sacrifice à la veille de l'hivernage pour implorer un bon hivernage. Le site de la falaise de Bandiagara est un vaste paysage culturel. Les communautés du site sont essentiellement des Dogons. Les falaises disposent des sites autrefois très convoités par des touristes, comme le tunnel naturel de Sangabongo. Nous sommes à l'entrée du tunnel Sangabongo. Ce tunnel permet de rallier Sanga et aux autres villages. Des milliers de touristes venaient visiter et photographier ce lieu. Très fascinant, les plateaux Dogon possèdent des traditions sociales prestigieuses qui ont survécu au temps, comme les Toguna, les fêtes rituelles ou encore les masques. Des symboles qui ont impressionné des milliers de visiteurs comme Marcel Griol, l'ethnologue français qui a consacré une grande partie de sa vie dans ces campements de Sanga. C'est ce que nous dit Sekou Dolo. C'est ce bâtiment qu'on appelle le campement. Ce bâtiment, il est construit en 1909, habité par Marcel Griol, qui est arrivé en 1931, et il est mort en 1956. Et toutes les cérémonies funéraires ont été passées ici. Bien avant la crise sécuritaire, le secteur du tourisme était une véritable industrie qui profitait à beaucoup comme Hassim Guindo. Le plateau Dogon a besoin de profiter du tourisme à travers des coopérations. Nous souhaitons le retour à la stabilité pour reprendre nos activités touristiques. Ici, les habitants restés sur place espèrent le retour de la paix et de la stabilité afin de vaguer à leurs occupations et reprendre leurs activités économiques. C'est ainsi que s'achève cette grande édition de Radio Kunafoni. Préparation et production Kadiatou Nientao. Présentation Sanata Koulibaly. Merci de votre fidélité et restez connectés sur Radio Kunafoni. À très bientôt.